Dans le sud-ouest de la France, qui ne connaît pas le village d'Espelette, le village des piments? Et dans ce Pays basque, à quelques kilomètres, il y a un autre petit village, Saint-Pé-sur-Nivelle. Et dans ce petit village, une chasse aux sorcières terrifiante va alors commencer, donnant lieu à des faits historiques qui dépassent l'imagination. Car on dit que ce Pays basque est infesté de sorcières. Cela va nous faire remonter en 1609, où le château de ce petit village va être le témoin d'un massacre épouvantable. Entre l'océan Atlantique et les Pyrénées se dresse Saint-Pé-sur-Nivelle, un petit village typique de la région, avec ses maisons au bois rouge et son château, théâtre d'un massacre épouvantable en 1609. Dans ses murs, des dizaines de femmes ont été jugées pour sorcellerie. Et ça allait très vite. En 2 jours, on torturait, on jugeait et on brûlait. Et à l'origine de ce massacre, un juge zélé, réputé pour sa perversité entre les femmes et sa folie meurtrière. Avec sa personnalité, il ne pouvait pas déboucher sur autre chose que ses exécutions ont fait flamber le Pays basque pendant 4 mois. Au début de l'année 1609, le Pays basque est devenu un point de passage particulièrement sensible entre le royaume de France et d'Espagne. Et sur ordre de la couronne espagnole, l'Inquisition fait rage dans tout le pays, poussant tous les opposants à la religion catholique à se réfugier en France. Bien entendu, le roi et la reine d'Espagne protègent cette religion catholique et déclenchent des flux migratoires qui fait qu'on se retrouve dans ce pays avec des gens très différents, où on est en insécurité permanente. Ici comme ailleurs, on avait peur de l'autre. Cette peur de l'étranger finit par créer de nombreuses tensions dans tout le Pays basque. Et on commence à soupçonner certaines femmes venues d'Espagne d'être des sorcières. Certaines sont lynchées, et quand d'autres sont soupçonnées d'avoir fait crever du bétail, elles sont retrouvées assassinées. Forcément, à Saint-Pé-sur-Nivelle, les administrés sont obligés de trouver des solutions pour apaiser les foules. De nobles sont dépêchés auprès d'Henri IV pour le prier d'intervenir, car on dit que ce Pays basque est infesté de sorcières. Henri IV voit dans cet appel au secours l'occasion pour lui de réasseoir son autorité sur le Pays basque. Henri IV demande au Parlement de Bordeaux de nommer un tribunal itinérant avec à sa tête le juge de l'Ancre. Un tribunal civil qui aura tous les pouvoirs. Et Pierre de l'Ancre se voit investi de cette mission extraordinaire au nom de la couronne. Cet homme zélé, à la réputation sulfureuse, va devoir décontaminer le pays de toutes ces sorcières. Incontestablement, Pierre de l'Ancre, c'est un fou. Un fou investi d'un pouvoir, ce qui est le plus dangereux. Il avait lu énormément de traités de démonologie et il voyait le diable partout. Et ce juge obscur, envoyé par Henri IV, est persuadé que le diable se cache derrière chaque habitant du pays. Et ce livre, Le marteau des sorcières, qui l'a tant inspiré, lui a permis d'étoffer sa haine envers les Basques. Une haine qu'il a échafaudée sur d'incroyables préjugés. Et il parlait des Basques comme d'un peuple inconstant. Un peuple qui parlait plusieurs langues et qui avait bien souvent 2 nationalités. Parler 3 langues, c'est suspect. Et ce qui est suspect aussi, c'est que les femmes ont le droit d'hériter. Les femmes avaient des droits. Et dans un pays misogyne, comme la France à l'époque, on peut dire que ça a été très mal perçu. Par-delà sa misogynie, Pierre de l'Ancre va aller jusqu'à s'en prendre aux marins du pays. Au XVIIe siècle, la baleine a disparu du golfe de Gascogne et les Basques prennent régulièrement la mer pour aller la pêcher jusqu'en Amérique. Une prouesse qui,
pour Pierre de l'Ancre, est une nouvelle preuve irréfutable de sorcellerie. On disait à l'époque que dans la mer, un animal marin était l'allié du démon. C'était le Léviathan. Et les Basques qui prennent la mer sans avoir peur du Léviathan possèdent forcément une protection particulière du diable. Même s'il est basque lui-même, il va faire des Basques sa bête noire. Et en regardant vivre ces Basques, il va confirmer simplement ce que lui a dit son roi. C'est tous des sorciers au Pays Basque. Et Pierre de l'Ancre est convaincu que le Pays Basque est rempli de sorciers et de sorcières, et qu'il va falloir condamner au bûcher dans les plus brefs délais. Il va s'associer avec une ancienne sorcière repentie, Morgy, et c'est elle qui va lui permettre de reconnaître les sorcières, parce que lui, il n'a eu que des traités. Et il ne sait pas reconnaître une sorcière. Il n'en a jamais vu. Et Morgy est chargé de ça, de reconnaître les sorcières. Cette jeune femme est l'alliée parfaite pour identifier les sorcières. Elle se dit capable d'en reconnaître une, simplement en croisant son regard. Pierre de l'Ancre et son assistante décident de commencer l'épuration à Saint-Pé-sur-Nivelle, où ils s'installent dans l'unique hôtel du village. Et durant cette première nuit, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Pierre de l'Ancre s'endort et la nuit se déroule en apparence normalement. Le lendemain matin, Morgy se précipite dans la chambre du juge. Elle semble terrorisée, car il s'est passé quelque chose d'incroyable au cours de la nuit. Elle lui raconte que durant la nuit, elle a entendu du bruit près de la chambre du juge. Puis, elle s'est rapprochée. Elle s'est penchée pour regarder par le trou de la serrure. Et elle a vu une messe noire pendant que de l'Ancre dormait. Et elle lui dit qu'elle a reconnu les gens. De l'Ancre est le premier surpris. Quand il se réveille, il n'a rien entendu et il n'a rien vu. Vraisemblablement, Morgy a eu un rêve hallucinatoire où elle a vu des personnes qu'elle connaît. Aussi surprenant que ça puisse paraître, le matin même, le juge ordonne que ces 5 femmes soient arrêtées. En début d'après-midi, on les défère dans son bureau, qu'il a fait aménager dans les sous-sols du château. Dans son bureau, il y a un greffier et la jeune Morgy qui est chargée de découvrir les traces du diable. Et cette procédure, particulièrement douloureuse pour les accusés, fait partie du code pénal de l'époque. Elle permet d'identifier avec certitude une personne qui aurait fait un pacte avec Satan. Elle avait un stylet pointu et elle piquait le corps des accusés jusqu'au moment où elle ne réagissait plus, et là c'était la marque du diable. Et à partir du moment où elle piquait et qu'il n'y avait pas de réaction, la marque du diable était là où elle avait piqué. Forcément, la marque du diable est trouvée sur les 5 femmes. Preuve pour le juge qu'elles ont toute une relation avec Satan. Pierre de l'Ancre convoque alors des témoins qui vont confirmer ses soupçons. Il est notamment rapporté que les 5 femmes ont été vues dans une grotte, la grotte de Zugarramurdi. Zugarramurdi est comme un endroit maudit. Une grotte située à 15 km de Saint-Pé-sur-Nivelle. Et cet endroit est connu comme un haut lieu de sorcellerie. Bien entendu, le juge de l'Ancre va se rendre sur place. Il découvre, effaré, cet endroit sordide où les sorcières viennent s'accoupler avec le diable. Les témoins lui confirment que c'est ici, dans ces immenses grottes, que les accusés ont été vus en train de participer à des messes noires et des sabbats, au cours desquels elles ont pactisé avec le démon. En fin d'après-midi, de retour à Saint-Pé-sur-Nivelle, Pierre de l'Ancre ordonne immédiatement le commencement du procès. Elle rentrait dans le tribunal à reculons pour ne pas croiser le regard des juges. Puis elle s'asseyait sur un petit tabouret à 3 pieds, la sellette. D'où l'expression « être assis sur la sellette ». Et l'interrogatoire commençait. Évidemment,
On lui posait toutes sortes de questions, sans avocat. Elles avouaient avoir participé au sabbat, avoir mangé des crapauds, de la chair de pendus ou de cadavres déterrés. Et comme elles avaient avoué s'être accouplées avec le diable lors des messes noires, dès le lendemain, elles étaient condamnées au bûcher. Les 5 sorcières sont brûlées à Saint-Pé-sur-Nivelle devant une foule vindicative qui voit là l'occasion de se débarrasser de ces étrangères qui ont immigré au pays. Et le juge Pierre Delancre est déterminé à continuer cette chasse aux sorcières. Il doit imaginer un moyen d'en arrêter d'autres. Et il va lui falloir trouver un nouvel élément à charge. Et cet élément, il va le trouver où? Dans le tronc des églises. Et là, les habitants vont commencer à dénoncer. Et ce phénomène de délation, encouragé par Pierre Delancre, aura du succès. Parce que quelque part, tout le monde a peur, tout le monde est inquiet de l'avenir. Pierre Delancre fait installer à l'église de Saint-Pé-sur-Nivelle un tronc dans lequel les villageois peuvent glisser un papier avec le nom des femmes soupçonnées de sorcellerie. Et pour qu'aucune d'elles puisse rentrer dans l'église, il ordonne que des grains de sel, redoutables repoussoirs à sorcières, soient jetés partout sur le sol. À la fin du mois de juillet, 43 noms de femmes sont donnés et toutes sont arrêtées, condamnées et brûlées. Pierre Delancre est cependant préoccupé. Les dénonciations pourtant nombreuses ne lui suffisent pas. Il décide alors de s'intéresser de près à la parole des enfants. Et comme dit l'adage, la vérité sort de la bouche des enfants. Et pour le juge, ces petits basques sans défense sont manipulables à souhait. Et quand Pierre Delancre va interroger ses enfants, ils vont raconter ces histoires de démons, de sorcières. Et il suffisait que dans leur entourage, il y a quelqu'un qui leur est déplu, ou qu'ils trouvent désagréable ou bizarre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner des noms. Et c'est là aussi leur contribution involontaire qu'il y a eu à Saint-Pé-sur-Nivelle. Et la machine diabolique mise en place par Pierre Delancre aurait pu continuer longtemps. Pourtant, elle va s'arrêter début novembre, lorsque le juge va interroger un enfant qui va dénoncer 5 prêtres. Et ces prêtres vont être accusés de faire le jour des messes normales et la nuit des messes sataniques. Le bréviaire des tortionnaires de l'Inquisition, le marteau des sorcières, écrit par un moine dominicain misogyne et sadique, à Rigvire en 1486. Il s'appelait Heinrich Kramer et il se faisait surnommer Institutoris, un ouvrage mode d'emploi d'une nouvelle justice qui a pour arme la torture. Et il est ordonné aux inquisiteurs que ce nouveau code soit suivi à la lettre par les tribunaux. Des procès sordides, sans avocat, et au bout, le bûcher. La seule façon d'échapper à la mort, nier jusqu'au bout les faits reprochés. Mais pour cela, il fallait passer une épreuve insoutenable, la question. Et au milieu de la salle de procès, on installait l'estrapade, un instrument de torture imaginé par Heinrich Kramer. Et il y avait des règles, combien de fois le faire par séance, ou combien de pierres rajoutées au pied pour alourdir le corps. Et dans le livre d'Heinrich Kramer, Le marteau des sorcières, il est bien stipulé que tout aveu est définitif et on ne peut pas se rétracter. Et au bout, le bûcher. Et c'est l'erreur funeste de Pierre Delancre. À partir du moment où il s'est attaqué au prêtre, il ne pouvait plus compter sur Bertrand de Chaux. Bertrand de Chaux, archevêque de Bayonne, convainc Henri IV d'arrêter la décontamination du Pays basque. 3 prêtres sur les 5 arrêtés vont être sauvés in extremis, alors que les 2 autres passeront sur le bûcher. À la mi-novembre, Pierre Delancre est destitué de sa mission et il est prié de rentrer à Bordeaux. On pourrait croire que Pierre Delancre est parti un peu la queue entre les jambes, mais il n'en est rien. Il va emmener avec lui 200 personnes
En tout état de cause, personne ne l'a inquiété avec son départ de 200 accusés potentiels. Et il continuera impunément à torturer au fort du A à Bordeaux. Pierre Delancre va continuer à torturer et pourchasser les sorcières jusqu'à la fin de sa vie. Quant aux habitants de Saint-Pé-sur-Nivelle, ils ont continué tout le long du XVIIe siècle à jeter du sel devant les maisons et dans l'église pour éloigner les sorcières. Et à Saint-Pé-sur-Nivelle, ceux qui nettoient encore l'église actuellement trouvent encore des cristaux de sel. Comme quoi, cette histoire a marqué durablement ce petit village. Et les ruines de ce château sont encore là pour témoigner du massacre qui aura plongé le village de Saint-Pé-sur-Nivelle dans 4 mois de violence en 1609. Si l'Inquisition a majoritairement condamné des femmes, c'est parce que ces dernières n'avaient rien pour se défendre. Qu'elles avouaient facilement leurs prétendus crimes pour éviter la torture et se laissaient mener jusqu'au bûcher, pensant être réellement coupables de sorcellerie. Les historiens estiment que l'œuvre de Pierre Delancre a fait plus de 600 femmes brûlées vives. Et ce petit village du Pays Basque gardera les traces de son passage. J'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a donné envie de voir Saint-Pé-sur-Nivelle. Moi, je reprends la route. Si c'est pas fait, abonne-toi. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao! L'espèce humaine, à une forte proportion, a préféré trouver un responsable à ces malheurs, plutôt que des solutions et des actions pour les résoudre. Et il est beaucoup plus simple de désigner des gens maudits pour endosser le malheur des autres. Dans cette histoire, on a transformé les femmes en sorcières, puis, forcément, en boucs émissaires. Et tant pis si pour expier ses péchés, l'on sacrifiera un innocent. Dans tous les cas, il faut un responsable, un pendable. Bref, un bouc émissaire. Une histoire qui, bien loin de remonter au XVIIe siècle, nous replonge dans les versets bibliques. Le bouc émissaire trouve ses origines dans une scène de l'Ancien Testament. Et voici son récit. Dieu demande que le grand prêtre, après avoir sacrifié un bouc, prenne un bouc vivant, mette sur la tête du bouc tous les péchés du peuple, puis le chasse dans le désert. La morale est on ne peut plus claire. En désignant une victime, on lui assène tous les péchés qui sèmeraient la douleur et le désespoir au sein d'une communauté. On consacre en un seul point ce qu'il faut sacrifier. C'est non seulement expier ses maux, mais chasser la cause même de tous ces malheurs. L'histoire donnera pour sa part nombre d'exemples du bouc émissaire, comme à Strasbourg, en cette belle journée de la Saint-Valentin, puisqu'il se passe le 14 février 1349. Comme la peste faisait rage, certains ont quand même une petite idée d'où vient le mal. Les Juifs, évidemment. On va cerner le quartier juif et ses habitants, puis les conduire au cimetière de la communauté. Et dans ce cimetière, on va creuser une grande fosse. Puis, hommes, femmes et enfants sont déshabillés et brûlés vifs dans cette grande fosse creusée au milieu du cimetière. Seuls échappent au massacre ceux qui abjurent leur foi, les petits-enfants et quelques belles femmes, tout ça sur 2000 personnes. Ainsi, on est sûr que l'épidémie va cesser. Au Japon, en septembre 1923, après le séisme, on va faire la chasse aux Coréens. Ils sont regroupés, puis assassinés, parfois avec l'aide des autorités locales. On estime que pas moins de 6000 Coréens trouveront la mort. Plus proche de nous, entre le débarquement allié de juin 1944 et la fin de la guerre en 1945, on estime qu'entre 20 000 et 40 000 femmes sont tendues en France, souvent publiques. La tonte était parfois accompagnée d'insultes de la foule, de crachats, voire de violences physiques, accusées à tort ou à raison
d'avoir été au service de l'occupant, ce que l'on appelait à l'époque une collaboration horizontale. Bref, avoir eu des rapports sexuels avec un militaire allemand. Ces femmes étaient publiquement humiliées, privées de leur chevelure, symbole de leur féminité. Un cas typique de bouc émissaire sur un groupe qui risquait peu de se défendre. Et il ne faut pas confondre le bouc émissaire avec la tête de Turc. L'expression est plus récente. Elle cite une attraction foraine populaire au 19e siècle. Un dynamomètre de foire sur lequel il fallait taper avec un maillet pour tester sa force, qui prenait la forme d'une tête avec un turban. La tête de Turc désigne plutôt un individu ou un groupe sur lequel un autre groupe ou individu se défoule par l'usage de la force. Alors que le bouc émissaire a une dimension plus symbolique, de réconciliation de la communauté. Et le fait de trouver des boucs émissaires sont d'autant plus fréquents lorsque les sociétés sont déstabilisées, soumises à des calamités ou inquiètes. Et le bouc émissaire est une explication rassurante à un phénomène qui nous échappe. Et il est plus facile de désigner des boucs émissaires pour éviter d'en devenir un soi-même. Ainsi, il ne faut jamais oublier que l'horreur est humaine.